rivalité Bad Blood de la carte. Ouais. Même si elle date de quelques années, on dirait qu'on n'a pas réussi à la construire de manière à ce qu'on croit qu'il y ait vraiment une possibilité que les deux, n'importe qui peut gagner ce match-là. Bon, ça n'a pas tant été comme ça. Fait que, arrivé de Finn Balor avec un genre de nouveau look, on n'en a pas encore non plus parlé là, sur l'écran. On voit, tu sais, au début, on avait juste un X, on est rendu à 3X. Il y aurait juste la lettre F C'est vrai? dans Finn qui est là. Est-ce que ça fait quand même quelques semaines là, que cette entrée-là, mais est-ce que ça veut dire que peut-être on efface tranquillement pas vite Finn pour peut-être faire un changement de personnage éventuellement et garder juste Balor, qui était plus le démon? Je sais pas. Je sais pas pourquoi on fait ça. Parce que on dirait que ça fait fuck aussi là, avec FXXX. Ouais. Fait que. J'ai même pas remarqué. Ouais. Là, j'analyse là, ce qu'on essaie de me présenter, mais on dirait que je suis peut-être c'est tranquillement pas vite, on efface ce personnage-là en mettant de plus en plus de X sur Vois-tu, toutes les lettres du nom. l'entrée, les X, j'avais pas remarqué, mais ça va être. Je reviendrai, je vais essayer de Ok. mijoter quelque Ouais. chose puis de revenir Ouais. là-dessus. Mais le. Il arrive avec un genre de petite poche à patates à la tête Ouais, ça, également. j'ai pas compris. Il doit y avoir une explication, il doit y avoir quelque chose sur Internet qu'on peut trouver qui explique pourquoi il était avec une poche à patates sur la tête. Ouais. Mais. On dirait qu'il allait voter au Québec. Oui, c'est exactement là où je m'en allais. Il a voté au Québec pendant la COVID. Fait que, mais j'ai pas compris. Mais j'aime beaucoup sa musique, par exemple. Ouais. Un remix de sa tune quand il était ultra babyface, puis qui incitait les gens à faire pa puis les Ouais. bras dans les airs. Puis là, ben, on dirait qu'il n'y a plus ce momentum-là dans la tune, mais on l'attend pareil. Fait que j'aime Ouais. vraiment le changement de ton dans ça. Pour le match comme tel, je fais out des fois. J'écoute la lutte, puis je suis concentré. Puis il y a des matchs où j'ai aimé le match, mais j'ai eu de la misère à connecter avec le match, dans le sens où j'ai pas pris de notes pendant le match, parce que j'écoutais tellement les lutteurs. Puis je regardais ça, puis j'étais comme, c'est bon, c'est le fun, j'aime ça. Mais j'ai rien de plus à m'attacher. Ouais. Ça filait très All Elite. Ça filait un match un peu Ouais. plus spot, un peu moins d'histoire, très. Ouais. Très La lutte était bonne aussi, quand même, ouais. entre les deux. Écoute, moi, de tous les matchs de cette carte-là, je trouve que c'est celui qui fitait qui avait moins l'aura d'un match de PLE. Ouais. Il y avait l'aura d'un match de main event de Raw, genre. Ouais. Genre un bon match, main event de Raw, qui met fin à une histoire mid-card. Mais là, on l'a mis en PLE, puis on dirait que c'est ça qui. Parce que le match, il n'y a pas de botch, il n'y a pas vraiment rien. Même, je trouve qu'il y a des très beaux spots qui se font. Ouais. Il y a le swing blade de Finn a été abusé là, un peu. Là. Ils ont le fait d'un peu partout, mais il y a eu le Razor's Edge. lancé. Ouais. Bref, Priest fait souvent qui a été fait à l'intérieur du ring, qui a été fait également à l'extérieur sur le bord du ring, qui rentrait. On s'est battu également autour de la table des commentateurs. Écoute, jusqu'à là, tout allait bien, tout était super bon. Puis là, ben, comme c'est un match Judgment Day, un peu comme à une certaine époque, comme quand c'est un match de la Bloodline, ben, on s'attend à ce qu'à un moment donné, quelqu'un du Judgment Day arrive. Et ça l'arrive, ce moment-là. Fait que t'as Carlito, tout d'abord, qui arrive, pendant que de l'autre côté, GD arrive. Fait qu'on vient faire un peu un classique. Il se débarrasse des deux de manière très convaincante, Monsieur Priest, que j'ai l'impression qu'on essaie de vendre quand même fort. Mais ça permet de reprendre l'avantage côté de Finn Balor, qui enchaîne pas un coup de grâce, mais deux coups de grâce, quand même, 2 fois un finisher. T'es comme tabarouette, il va-tu être capable? Mais non, il est pas capable, simplement 2. Et ça revire un peu rapidement. Là. Puis en plus, les coups de grâce, il rentrait, là, il faisait genre sur le dos. Ah oui. Priest vendait le dos. On dirait à ce moment-là, j'étais comme, ils vont-tu le donner à Finn pour vrai? La victoire? Mais finalement, non. On no-sell, puis... Bref, pendant que l'arbitre a le dos tourné, une chaise arrive dans le ring, kick la chaise revole dans la face à Finn, et on clear le ring, pendant que tout le monde est là. Puis un chokeslam. Un chokeslam, c'est tout ce que... Un chokeslam, puis c'est tout ce qu'on a besoin. Deux coups de grâce, deux coups de grâce, ça se passait. Ouais. Mais un donc, chokeslam... un sur le dos, on dirait que c'est ça, moi c'est le côté, un chokeslam versus toute l'offensive de Finn.
Puis on s'entend un chokeslam, mais semble que t'as besoin de ton dos aussi pour faire un bon chokeslam. Ouais, mais, On dirait, c'est tout ce côté-là. Demi l'avait sur le cul, son chokeslam, fait que... Ouais, c'est vrai. Mais pour le lever, en tout cas, on dirait, Ouais. j'aurais vendu plus... Il est tellement vendu fort, le dos, dans le milieu du match, mais pour la fin, on oublie complètement que le dos il est vendu, puis on veut le vendre fort. Fait que, écoute, une fin de match qui est pas très surprenante pour moi, mais avant le petit côté très Judgment Day, avant que tout ça arrive, je trouvais le match très bon, très efficace. Pas un très long match non plus, c'est le plus court match de la carte. Fait que un petit 12 minutes bien tassé. Fait que ça me faisait un peu plus penser à un match de Raw qu'un match de PLE. Mais c'est peut-être parce que tout était très prévisible. C'est peut-être pour ça que j'ai cette impression-là. Mais bon match aussi, tu sais. C'est pas. J'ai rien de mauvais tant que ça à dire sur le match. J'ai plus de choses positives à dire sur le match que de choses mais négatives a à rien faire. qui sort de l'ordinaire, il n'y a rien qui fait comme waouh, je vais m'en souvenir toute ma vie. Non, on va passer à autre chose, puis la feud va continuer ou elle va finir. Je pense pas qu'elle va finir là, mais. Vois-tu, je sais même pas quoi dire à la fin de ce match-là parce que c'est un peu ce qu'on s'attendait qu'elle arriver. Fait que, Ouais. où ça s'en va après. Il manque de surprise Ouais. dans cette rivalité-là. Ouais. Je pense. C'est ça que surtout. Il manquerait comme un petit élément de. Je sais pas. Je ma Finn qui revienne en démon. Là, on dirait ça amène un petit. Oh! Là, j'ai le goût de l'écouter, ce match-là. On s'en va vers où? Pourtant, okay? pourtant, le build est intéressant parce que ça date d'il y a un an. Un an et demi à SummerSlam en 2023 où le Damien est arrivé avec la valise, puis ça a empêché Finn de gagner la ceinture du World Champion. Puis il a eu la revanche à SummerSlam un an après. Puis là, Finn l'explique un peu dans la vignette avant, quand on explique un peu l'histoire. Puis là, Finn est comme j'ai attendu au moment où tu étais faible. Puis ok, mais ça veut-tu dire que l'histoire est finie? Ça veut-tu dire que l'histoire va continuer? Il y a eu un gros build-up très long, mais avec des gros moments où il se passait rien un peu, où c'était trop subtil comme build-up. Mm-hmm. Mais c'est peut-être la nouvelle. C'est le genre d'erreur qu'on faisait pas sous l'ère de Vince. C'est peut-être un angle mort que Triple H, Paul Lévesque va avoir. Il aime ça le slow cooking. Mais des fois, trop lent, ça enlève la magie d'un beau momentum, d'une belle lampe de rangement. Il faut comme qu'il trouve son sweet spot. Parce qu'effectivement, il y avait beaucoup d'éléments très bons, mais tellement mis sur une longue période qu'au final, on sent plus tant la rage, mettons, comme Drew contre Punk. Comme d'autres types de rivalités qu'il y a eu à l'intérieur de toute la carte. Même, je dirais, même Bayley, Nia Jax, à la limite, c'est un petit peu mieux. C'est un peu plus la rivalité entre les deux. Mais celle-là, elle aurait dû être facile à faire, mais on l'échappe un petit peu dans comment on raconte l'histoire. Mm-hmm. Fait que c'est peut-être ça qui fait que. Parce que le match il est bon, mais pourquoi on n'est pas plus émotivement embarqué? C'est peut-être ça, le fait que. On le voit venir, puis on le sait que présentement, on est en mode. On reconstruit Priest. Moi, je sais pas si vous qui nous écoutez, vous êtes comme moi, mais moi, Damien, j'accroche pas, j'ai de la misère. Fait que c'est peut-être ça aussi qui impacte l'appréciation du match. Je sais pas. Ouais. Moi, je l'aime pas tant que ça, mais ouais, effectivement. Ça a peut-être un lien. Puis Finn, je l'aime beaucoup, puis pourtant, j'ai pas. J'ai pas de temps embarqué là-dessus. Fait que, écoute, un match qui passera pas nécessairement à l'histoire. Je pense qu'il va vraiment être une note de bas de page et non un long chapitre écrit entre les deux. Fait que, est-ce que c'est comme ça que ça se termine, avec une note de bas de page, ou on va continuer ça? On va le savoir dans les prochaines semaines. Nous, au moment où on tourne, on n'a pas vu Raw encore. Fait que, et je l'annonce parce que le prochain segment, qui est un segment micro, parce que tout le long un peu du PLE, on a moussé le fait que Triple H allait avoir une annonce historique, tabarouette, ça allait être incroyable, il vient dans le ring encore, qu'est-ce qu'il va nous annoncer? Là, on commence le segment, tabarouette, il y a une nouvelle ceinture sur la table. Là, t'es un petit peu content, mais là, en dessous de la ceinture, tu vois qu'il y a un logo, c'est Crown Jewel. Là, t'es comme, non, c'est ça pour Crown Jewel, c'est vraiment ça. Fait que là, ben, évidemment, il nous dit que le prochain PLE, c'est Crown Jewel. Un peu comme les derniers, on va pas le couvrir, nous, de notre côté. Pour des raisons qu'on connaît, là. Ouais, pour des raisons un peu claires, c'est dans un pays qui n'est pas les meilleurs droits pour les humains. Moi, j'ai senti un Triple H business. Un Triple H qui était pas là pour le cœur. Un Triple H qui était là pour... Parce qu'il nomme Crown Jewel, il y a eu des bouts
Et Ouais. il y a No Cell complètement. Ouais. Les UE. Puis lorsqu'on montre la ceinture qui finalement va être remportée, parce que, tu sais, on dirait c'est ça, on dirait que Crown Jewel, c'est comme dit, on a une checklist d'affaires qu'on veut, parce que c'est comme un deal sur 10 ans, là, qu'à l'époque Vince avait négocié. Fait que, tu sais, ils ont eu le plus gros Royal Rumble que jamais. Tu sais, on dirait qu'ils ont comme tout le temps une version d'un des pay-per-views. Taker contre Goldberg, on veut quelque chose exact. de. Et probablement que le Shawn Michaels dernier. Ouais, exact. Puis probablement que le dernier Crown Jewel qu'il va avoir, fait genre filer très WrestleMania, là, genre. Tu sais, je sais pas. Tu sais, on a même eu comme un lutteur qui vient de cet endroit-là, qui a été buildé, puis qu'on revoit plus jamais, qui est dans un Performance Center. Je sais pas si un maintenant on va le ramener. Ben, il y avait eu une victoire. Mansour, qui est rendu dans le MXM Collection. C'est-tu lui? Non, ouais, c'est lui. Ben, oui. Hmm. Pierre-Paul, tu nous diras si j'ai raison ou si je suis complètement dans le champ. On revenait dans les cage matchs. C'était quoi un des matchs? Mais je sais qu'il y a eu une victoire dans un des trucs. Mais bref, tout ça, à chaque fois, je suis genre, on veut tout le temps faire ça gros, plus gros. Fait que là, c'est que on n'aura pas une ceinture qui va jouer. Ça va être une nouvelle ceinture remplie de diamants, 14 carats, où les deux champions vont se battre. Un peu comme des trophées qu'ils donnent, un peu comme des ceintures, je sais pas quoi. C'était plein de bébelles, là. Fait que là, les deux champions. Ce qui est intéressant, que les deux champions s'affrontent, là. Mais qu'il n'y a pas les ceintures qu'ils ont en jeu, mais que c'est une nouvelle bébelle qui va juste rester pour cet événement-là. Je sais même pas si ça va être ramené dans un autre Crown Jewel, cette gimmick-là. Le trophée du Biggest Royal Rumble que je pense que Braun avait gagné dans le temps, ça n'a jamais été utilisé, ça n'a jamais été mis de l'avant, ça s'est perdu à quelque part dans l'univers ou en Arabie Saoudite, là, c'est resté là. Exact. Fait que c'est tout le temps un peu construit bizarre, ces PLE-là. Puis, mettons aussi sur. Maintenant, on dirait que ça apparaît encore plus, parce que sur le long. Tu sais, la WWE a des longs arcs narratifs maintenant, sur le long terme. Puis, tu sens vraiment que ça fait pas de sens, ce pay-per-view. Tu sais, que t'es peut-être éventuellement Gunther contre Cody. Ou peut-être Sami contre Cody. Sami contre Cody ferait plus de sens. Mais après, le segment qui suit ça, c'est Gunther qui tease peut-être un match contre Goldberg, parce que Gunther qui vient interrompre Triple H, puis il vient faire un genre de promo. Ça, c'était excellent, par exemple. Gunther, là, au micro, man, il y a un côté très méta, heel, que j'aime beaucoup, là, parce qu'on se souvient qu'il a dit que son lutteur préféré à Bret Hart, c'était Goldberg, pour s'attirer du hit à ce moment-là. Et là, il y a Goldberg devant lui, puis il fait « Hey, j'ai menti. Pas vraiment toi mon lutteur préféré. » C'est un one-trick pony, puis j'espère que... Il a dit la phrase « J'espère que tu vas être un... J'espère que tu es un meilleur père que tes lutteurs. » Puis ça... Puis non, mais également, genre, anyway, tu sais, moi, en tant que lutteur, j'ai pas 3 minutes à perdre contre toi. Genre, en voulant dire que tous ces matchs sont pas longs, puis c'était la même... Tu sais, plein de belles petites phrases qui, éventuellement, va choquer M. Bill Goldberg, qui aime pas ça se faire insulter à côté de son enfant. Fait qu'il saute la barricade, et là, tabarouette, toute la sécurité du monde arrive, veut les empêcher. Et pendant ce temps-là, qui en profite pas? Notre ami québécois montréalais, Sami Zayn, qui vient attaquer par en arrière un Gunther qui avait juste sa concentration sur Goldberg à ce moment-là. Et j'ai pas eu ça. T'sais, tout ce segment-là, j'ai bien aimé comment on l'a fait. J'enlèverais juste le côté que ça a été créé pour promouvoir un peu Crown Jewel. Ouais. Mais j'ai aimé qu'on utilise quand même cet endroit-là pour promouvoir le Raw, que nous, on n'a pas vu encore, qui est ce soir, pour vous. Donc, est-ce que... Où tu penses que ça s'en va? Parce que moi, j'ai peut-être une petite théorie. J'ai aucune idée. J'ai aucune espèce d'idée. Je vais te dire ce que je pense. Là, évidemment, vous avez déjà vu Raw, vous allez le voir tantôt, fait que peut-être que ça arrivera vraiment pas. Mais on dirait que la manière qu'elle s'est construite, peut-être que Sami va gagner contre Gunther. Va avoir un règne, parce que Sami est quand même mis de l'avant de la part du booking de la WWE en Arabie Saoudite pour un peu des raisons politiques aussi. C'est un peu comme on met les femmes de l'avant, parce que les femmes n'ont pas beaucoup de droits. Mm-hmm. Ben, les gens qui viennent de la Syrie n'ont pas beaucoup de droits non plus. C'est un peu l'ennemi de ce pays-là. Et Sami, il y a les premières fois qu'on allait à Crown Jewel, il ne pouvait même pas rentrer. Là. Il était banni. Owens, il ne l'avait pas accepté, il n'avait pas été. Bref. Et là, tranquillement, pas vite, on a fait accepter ça. On a mis Sami sur des cartes. Là, je suis comme, ils vont-tu oser mettre Sami, genre, champion, dans leur match champion contre champion, contre un Sami Zayn? Parce que,
Et ce qui coûte le match de lundi à Raw, ça soit un Goldberg qui est dans la salle, qui vient déconcentrer Gunther, et que là, on fasse un autre match à Crown Jewel, Gunther contre Goldberg pour ce PLE-là, et que par la suite, ben, on redonnera la ceinture à Gunther parce que c'est juste comme une histoire dans le temps qui reste là. Écoute, on dirait que ça ferait plus de sens d'avoir Cody contre Sami, surtout avec ce qui s'est passé, qu'on y viendra à la toute fin, même après le PLE. Ça pourrait être une manière de ramener Sami qui vient tourner autour de l'aura de l'histoire du Bloodline, veux pas. Fait que, on dirait, si c'est ça, je trouve que c'est bien exécuté. Mais si c'est on regarde le chemin puis que c'est Gunther contre Cody, je comprends pas pourquoi cet affrontement-là est pas plus mis de l'avant que ça puis qui fait juste être sorti out of nowhere. Ça fait tout du sens. Ça fait tout du sens. Puis je sais pas à quel point j'aime le booking, ce booking-là, mais ça veut dire qu'on abandonnerait l'Arabie aime ça avoir des vieux là, à la Goldberg qui viennent faire un dernier match là, dans leur PLE. Là. Fait que je suis comme, peut-être qu'ils vont vite que le dernier match de Goldberg va être là. Contre Gunther qui a pas de ceinture. Fait qu'on a pas de ceinture. Ouais. Puis ça mène aussi, si c'est ça qui arrive, on va aussi avoir un Jay et Sami qui viennent de remporter presque back-à-back une grosse ceinture, qui vont probablement avoir un truc, puis que là, ben, les deux étaient dans le Bloodline. Bref, je trouve que il y a comme un chemin logique, clair, facile à prendre, qu'on voit pas venir. Il y a de quoi là. Mais que lorsque tout va... Si c'est ce qu'ils décident de faire, on va voir les cartes se mettre en place, on va être tabarouette, c'est tellement logique que tout se fasse. Puis s'il y en a un qui mérite, je pense, d'avoir un règne dans un Raw, un peu comme un Mick Foley, c'est un Sami Zayn. Ça arrive un peu de nulle part qu'on le donne gratuit à télé parce qu'il est tellement un aura qu'on l'aime que là, tu le donnes, paf, dans un Raw, un peu de manière surprenante contre Gunther. Puis ça continue de construire aussi le fait que Sami a le numéro de Gunther. Fait qu'écoute, avec ce qu'on a installé, on dirait que j'ai beaucoup de choses en place pour faire. Est-ce que Sami, ce soir, ou vous l'avez déjà vu, va gagner ce match-là? Wow. Fait que je te dis ça. Je te dis ma théorie. C'est moi qui essaie d'écrire trop, mais il me semble, logiquement, ça fait plus de sens, ce booking-là. Tout du sens. Fait que, à voir. On va voir c'est ce qui va s'étaler devant nous. Il n'y a pas de questionnaire pour le Raw, mais voici, je vous ai dit, ça serait quoi mon booking du Raw que vous voyez ce soir. Puis si c'est ça, ben, ça va être incroyable parce que ça va tout être un Raw si tout ça arrive. Oui. Fait que, ben, sinon, ce segment-là, ben, c'était correct. Bien aimé. Bravo Gunther d'avoir relevé ce segment-là. Mais clairement, c'était mis dans le but de promouvoir le PLE qu'on n'aime pas, nous, au sommelier. Fait que, on va pas plus en parler que ça. Et on poursuit cette carte-là avec Liv Morgan, accompagné de Dirty Dominic Mysterio contre Rhea Ripley. Et évidemment, comme la stipulation, Dominic Mysterio sera dans une cage. Pas juste une cage de requins. Puis je sais pas si sont passés où les requins, mais ils n'avaient pas de requins, mais c'est quand même une cage de requins. D'habitude, on fait ça à Shark Week, mais on l'a pas fait à Shark Week cette année. Mais qui est la même cage que Wargame, fait que je sais pas exactement pourquoi à Wargame on dit pas que c'est des cages de requins. Et j'ai vraiment j'ai aimé le fait que on rajoute une couche au personnage de Dom qui est encore plus pissou. Il est pas juste claustrophobe. Il a aussi peur des hauteurs. Et Rhea, avant le match, a pris un micro et a fait je t'annonce, là, je sais pas c'est qui manage qui s'occupe du booking parce que ça aurait dû être dit avant. Là, je sais pas, Rhea, elle a des passes droits, puis on fait comme. Puis, ok, ben. Puis elle a le bras long parce qu'il y a déjà quelqu'un qui avait attaché la cage pour la soulever en plus. Ben, tu sais, moi je suis team d'homme, fait que je suis pas d'accord avec le fait qu'on cache des éléments pendant le match, comme ça une conspiration contre Dominic Mysterio. Ben, oui, parce qu'il a peur de hauteur et on va soulever cette cage-là. Ouais. Puis... Ça va profond parce que c'est sûr qu'il y a du monde dans l'équipe technique qui veulent du mal. Ben je pense que oui, puis parce que Rhea, son chum lutte à l'All Elite, fait qu'il y a les gros chèques qui rentrent, fait qu'elle a pris l'argent de Buddy, puis payer quelqu'un dans l'équipe technique, même si la joke c'est que Rhea doit faire plus d'argent que Buddy, mais
C'était pas clair, fait que je veux juste clarifier que c'était ça la joke. Fait que, ouais, le match en tant que tel, j'ai... Avant le match, petite entrée spéciale du côté oui, de oui, oui, Liv, avec des low qui riders. rentre un peu avec un Daddy Dom, qui a maintenant son auto. Écoute, je On le peut mets même en entrée acheter, spéciale. je sais pas si tu peux Ouais, acheter l'auto, acheter une écoute, réplique de l'auto, là, j'ai pas compris. exact. On peut acheter Mais un char sur WWE sur le... ouais. La Lucha, c'est comment ça s'appelle? La Lucha Lowride? Ah, c'est ça. Je sais pas. Fait que, un petit rappel à Monsieur Guerrero qui est rentré avec ça. Le vrai père de Dom. Le vrai papa de Dominique. Fait que, on le met en entrée spéciale, mais si à partir de maintenant, Dom rentre toujours avec son Lucha Lowride, je me dis, s'il y a de la merch puis un nom, après moi, c'est quelque chose qui va rester. Fait que, pour cette fois-ci, c'est spécial, mais peut-être que ça deviendra seulement l'entrée de Dominique qui rentre avec un char qui bounce. Qui pourrait être, écoute, tranquillement pas vite, de plus en plus, Eddie Guerrero sort de ce corps. Tabarouette. Ben, j'adore ça. Dans un slow burn, comme on parlait, avec Finn et Damien dans cette histoire-là, ben, le slow burn dans la progression du personnage, je pense qu'un slow burn dans une progression de personnage est encore plus le fun que dans une feud. C'est parfait, là. C'est tellement parfait. C'est vraiment très bon. Et, fait que, ouais, il y a l'entrée spéciale, il y a l'entrée de Rhea. Rhea qui prend le micro, qui annonce que Dom ne sera pas juste dans une cage, il va être suspendu à quand même assez haut. Quand même assez haut. Puis on va revenir plus tard. Avec, pas au-dessus du ring, parce qu'il y a un Hell non. in a Cell, déjà, mais à côté du ring. Puis ça faisait quand même. Tu vois, je pense qu'il y a un petit. On tentait de le faire à quelques moments, mais si j'avais été eux, j'aurais peut-être fait un petit face-à-face entre Liv et Rhea, côté caméra, et avoir une cage en background avec Liv. Comme c'était les visuels de ce match-là. On aurait pu le recréer live, mais on dirait qu'on n'a jamais fait cette shot-là claire de les deux sont sur le côté pendant qu'il y a un Dom qui capote en arrière. Là. Parce que et tout, il vendait bien le fait qu'il avait peur. Très bien. Puis même tout l'avant, le moment où il part du ring puis il marche vers la cage, tout l'incertitude, je sais pas comment l'expliquer, mais sa face il a peur, il est pas certain, puis c'est comme s'il avait vraiment fait quelque chose de mal, comme si tu chicanes un petit chien qui a fait quelque chose de mal puis qui se recrevit sur lui-même, puis t'as Liv à côté comme ça. C'est pas fair, c'est pas correct qu'on le. Puis là, ben, elle essaie un peu de l'encourager là-dedans. Ben, c'était vraiment très très bien vendu. Dom qui un futur Hall of Fame. Mais écoute, je pense que la plus grande force de Dom, c'est ses faces. Et il a cette force-là depuis qu'il a 5 ans. Parce que à chaque fois, même s'il n'est pas dans le match, on filme sa face, puis on a du fun à la regarder. C'est naturel. Il y a beaucoup de choses qui sont le fun à regarder de tout ça. Mais le match, sinon, en tant que tel, c'était un bon match. On a également fait un rappel au nouveau la nouvelle merch de Dom, qui est du papier de toilette. Oui, pour 12 piastres. Fait que si vous voulez du papier de toilette de Dom, vous savez où aller. Sur le site de WWE. Le match, ouais, ça a bien été. C'est un bon match. Un classique. C'est un petit rappel aussi à leur dernier match parce qu'on attaque beaucoup la jambe. Ouais, j'ai trouvé que c'était le meilleur match de lutte, le meilleur segment, le meilleur. Parce que la fin était très basée sur toute l'histoire avec un coup que Dom tombe de la cage, on va y arriver dans notre timeline. Là. Mais à partir de là, c'était très basé sur l'histoire, puis avec la fin que j'ai détestée, mais qu'on va y revenir. Tout le début, j'ai trouvé que c'était une belle histoire qui était bien racontée dans le sens où le côté lutte était très clean, très babyface qui a mal à quelque part, puis le heel qui vient attaquer le point faible. Puis t'es plus forte que moi, mais moi je suis plus intelligente. Puis ça, Liv le dit souvent. Moi, je suis peut-être moins forte que toi, mais je suis plus forte mentalement. Je suis plus intelligente que toi. Je vais travailler de façon intelligente. Puis elle l'a fait. Fait que tout le match, j'ai trouvé que c'était le meilleur match de lutte qu'on nous a montré entre les deux. Fait que c'est un bon, je sais pas, 6-7 minutes au début, ou 8 minutes, là, peut-être dans ces temps-là, là, vraiment, où on ignorait pas d'homme, mais il était pas impliqué dans le match, où c'était pas un élément, il était pas une distraction
pour Liv ni pour Rhea au début. Fait que puis c'était Rhea qui est partie très forte avec toute sa force, puis elle avait de l'air à s'amuser en plus, elle avait de l'air à un gros sourire de faire comme je vais te détruire, esti, je vais te péter. Puis finalement, c'est Liv qui finit par faire un Dragon Screw sur la jambe de Rhea pour prendre un peu le dessus. Puis j'ai vraiment aimé la lutte qu'on a donnée au début. Puis tout ça pour apporter dans le... Il y a eu un spot, un livre qui fait un sunset flip sur Rhea. Puis Rhea qui rentre dans la barricade, mais elle est rentrée dans la barricade en tabarnak. Là. Le livre qui sortait qui est sauté du ring en sunset flip à l'extérieur. Puis Rhea qui est rentrée dans je pensais quasiment qu'il y avait peut-être une commotion là qui était donnée, mais non, Rhea qui était très correct après. Là. Ouais. Puis on se mettait à attaquer également la jambe de Rhea. J'ai particulièrement aimé le visuel où Liv est comme prise elle prend Rhea dans le poteau, elle tire la jambe de Liv, puis là elle met même sa jambe à elle. Ben, tu sais, le visuel de ça, je sais pas, vous voyez l'image, là, mais c'est vraiment un super beau visuel pour vendre la jambe, justement, vendre une attaque sur la jambe. Puis qu'on voit pas souvent. D'habitude, on voit plus le côté, on se fait genre un figure four là, de cette manière-là, là, sur un coin. Ouais, ou on va juste slammer la jambe. Ouais, ou juste slammer, mais là, juste la tirer, puis faire, tiens, je te tire la jambe, le genou. Ouais, c'était bien que le visuel était solide. Il y a également un move, je sais pas, j'ai pas de souvenir que Liv fait ça, mais une espèce de power, un genre de avalanche codebreaker, là. C'est la troisième, elle saute dans les airs, elle ramasse un peu la tête de Rhea en chemin, puis elle tombe en codebreaker, genre. J'ai pas de souvenir de ça. Hey, ça rentrait ou pas. Ça pourrait être un finisher, assurément, mais c'est quand même tough à prendre. Puis j'ai l'impression que ça fait un gros bump aussi là, sur le dos de Liv. Là. Fait que, mais un mouvement que je me souviens pas avoir vu Liv faire. Des fois, le codebreaker, une fois de temps en temps, là, elle l'applique, mais de le faire de la troisième comme ça. On a également Rhea qui fait un petit appel à Eddie. Non, pas Eddie. Yeet. Puis elle fait un frog splash sur Liv, fait qu'il y a un petit appel. Et là, c'est à ce moment-là qu'un peu le Dom fait sentir sa présence. Parce que... Avant ça, Rhea qui a contré un Oblivion et en genre de K-pop. Ouais. Puis c'était vraiment... C'est là qu'on voit que Rhea, c'est vraiment une lutteuse complète parce qu'elle a un côté athlétique. Elle a contré un Oblivion avec un genre de K-pop. Elle a comme spiné par en avant. Ouais. Puis c'était vraiment... Elle roulait avec le Oblivion, genre. Ouais, mais elle s'est relevée comme sur ses pieds. Elle a comme, c'est ça, un genre, j'ai écrit dans mes notes avec un genre de K-pop, puis c'était un genre de K-pop, mais c'est juste pour montrer comment Rhea elle est forte, elle est bâtie comme une powerhouse, mais elle a un côté athlétique qui est vraiment pas assez exploité, j'ai l'impression. Mais le petit contre Liv, j'ai l'impression que c'est un peu limité dans ce qu'on peut faire, fait que c'était super beau. Et oui, finalement, Dom qui réussit à ouvrir la porte que j'ai pas vraiment... Ben... On l'a expliqué, on l'a vendu comme si c'est peut-être comme ça qu'il s'était sorti rapidement de la prison à l'époque. Il avait pris des petits tours de passeport. Ouais. Il a ouvert la clé. Mais effectivement, si c'est comme ça qu'on l'a vendu du côté de Michael Cole, je pense que si c'était le cas, on aurait peut-être dû faire quelques shots de caméra. Les shots de caméra étaient toujours assis très profond dans la cage parce qu'il avait peur. Fait qu'on l'a pas vu essayer de le voir peut-être à genoux, debout, essayer de gosser, peut-être ça aurait été plus... Tu sais que pendant que Liv est en difficulté, là, on met une caméra sur lui, puis là, il se réveille, puis il sort de, je sais pas, tu sais, ses cheveux gras, une affaire. Une barre de pin, n'importe quoi. Une barre de pin, puis là, le Michael Cole peut-tu sceller ça? Comme, qu'est-ce qu'il fait? Il a pas le doigt, il va s'enfuir. Puis là, le match continue, puis un moment donné, clac, il réussit à ouvrir la porte. Je pense que c'est peut-être le petit côté que j'aurais fait plus logique dans le booking ou dans les angles de caméra. Mais lorsqu'il ouvre la porte, t'as comme un peu, qu'est-ce qu'il va faire? Ça attire l'attention. Un petit, genre 2-3 minutes, puis j'étais comme, il va-tu se pitcher de là? C'est exactement ce que je pensais. Comme il n'y a pas... Est-ce que c'est Rhea qui va être là pour l'attraper avec ce gros bump-là? Est-ce qu'il n'y a pas de sécurité comme... Il n'y a pas 8 personnes qui est là pour faire ce genre de gros bump-là pour amortir la chute. Puis, parce que le match continue, les filles continuent à s'en colisser une, et Rhea connecte un Riptide au pied de la cage sur les petits matelas qui sont à l'extérieur du ring. Mais elle a connecté comme... Je pense que
Liv, elle va rester marquée à vie de ce Riptide-là parce qu'elle a tombé en esti. Et c'est là que Dom panique, fait comme je vais venir t'aider. Et. Un peu de manière clumsy, genre, Ouais. il tombe genre de manière maladroite. J'ai peur de hauteur, je suis pas bien, puis il essaye de se sauver de la cage et il reste pogné dans une chaîne qui était là, parce que c'est une prison, I guess, il y a des chaînes. Ouais. Et il tombe tel une piñata qui est là, Ouais. fraîchement. Et pour vrai, bravo, comme je comprends pas comment il peut avoir de. Comment il s'est pas blessé à la jambe. C'est exactement ce que je pensais. Tu tombes quand même, puis la seule chose qui t'arrête, c'est ta jambe qui tient. Fait que. Il y a sûrement un truc qu'on voit pas. Il y a peut-être quelque chose dans la botte qui faisait que. Mais il me semble que quand il tombe, il arrête sec. Mais pour avoir travaillé en construction et avoir eu des cours de santé-sécurité, quand tu portes un harnais, il y a toujours un bout de harnais qui a c'est un bout qui est comme un amortisseur, fait que ça va se... c'est un bout qui est comme cousu en genre de zigzag, qui est comme compacté, mais qui va se déployer quand tu tombes pour amortir le choc. Je sais pas si c'est ce qu'on a fait avec Dom pour pas qu'il se décalisse la jambe, qu'il se déboîte une hanche. Un genou, quelque chose. La shot, on le voit tomber, mais il tombe clair, là, il est là. Et je nommais la piñata parce que Rhea, après avoir fait le Riptide sur Liv est complètement morte là. La porte Liv quand même dans le ring et dit à l'arbitre qui avait la caméra sur son oreille, là, on a rapporté ce gimmick-là. Fait qu'on voit un peu Rhea qui dit à l'arbitre je vais m'occuper de elle tantôt. Je reviens, j'ai de quoi régler avant de m'occuper d'elle. Un autre ronde allumé, il faut que j'aille éteindre. Là. Exactement. Et c'est là que, comme sommelier, tu fais comme bon, ça veut dire qu'elle gagnera pas. Parce que elle aurait dû finir le match là et s'occuper de son rond allumé après. Fait qu'elle a pris un kendo stick qui a été détruire Dom comme s'il n'y avait pas de lendemain. Elle voulait des bonbons, mais elle n'a pas eu. Oui. Elle a pas eu. Écoute, je pense que ça aurait été drôle qu'il y ait des bonbons dans les poches. Qu'il y en a qui tombent. Mais bref, oui, écoute, elle coupe. Et en même temps, c'est très catalyseur pour la foule puis pour l'entièreté de cette histoire-là. Chaque fois que Rhea lève les mains contre Dominique, il y a un cheer vraiment important, puis il y a eu un gros pop également, encore une fois. Sauf que qui vient pas aider Dominique à ce moment-là, parce que là, Liv était morte sur le ring, tout ça. Un retour, un peu, écoute, moi je dis surprenant, mais on a Pierre-Paul, qui j'aurais pas le choix de ramener en Pierre-Paul Heyman, parce que il nous dit des spoilers, c'est pas des prédictions, c'est des spoilers, qui a dit exactement ça. Durant le match entre Morgan et Ripley, il pense que Raquel Rodriguez va faire son retour pour venir aider Liv Morgan en attaquant Rhea. Et c'est exactement ça qui s'est passé. Bravo Pierre-Paul, pour ta prédiction qui s'est révélée exacte et qui fait également beaucoup de sens au niveau logique. Évidemment, si vous écoutez le pre-show, il y a eu un rappel de cette histoire-là. Fait que là, t'es pas complètement perdu quand Raquel vient s'aligner, si mettons on n'a pas suivi tant que ça dans les derniers mois les histoires. Mais ils ont été en équipe et pour vrai, j'aime pas que ça c'est arrivé comme ça, là, à la fin du match. Puis je pense aussi qu'il y a eu un petit botch parce que je pense pas que le match devait se finir avec un DQ. Je pense que le match devait... Je pense qu'il y a eu un petit problème de communication entre l'arbitre et Raquel. Fait que, j'ai l'impression que l'arbitre... Ça devait se finir clean avec Liv qui pin Rhea. Moi, je pense que Raquel pour venir nous faire un mouvement sur Rhea pour donner l'avantage à Liv pendant que l'arbitre ne regarde pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu un petit manque de communication entre tout le monde. Puis là, l'arbitre, elle regardait. Elle a fait son call, ouais. Elle regardait quand Raquel arrive. Fait qu'elle a fait, je peux comme pas faire comme si je regarde pas en ce moment. Parce qu'il se dirigeait vers Dom. Fait que j'ai l'impression que le move, c'était, il se dirige vers Dom pour checker. Puis pendant qu'il est comme ça, à checker Dom, tout se passe dans son dos. Mais il s'est pas eu le temps de se rendre à Dom. Puis là, Raquel a attaqué. Fait que ça s'est comme fait dans sa face. Fait que bref, c'est pas grave. Le call, c'est un DQ. Et pour beaucoup de gens dans le questionnaire, ça a eu un impact de 4 points. Parce que là, c'est Rhea Ripley qui a la victoire et non pas Liv Morgan. Fait que. C'est ça, parce qu'une fois qu'elle a fini le move, elle pogne Liv et elle la met dessus pour la piner, genre. Fait que c'est pour ça que c'est ça qui me dit ça. Je suis comme. D'après moi. Oui.
D'après moi, on a quand même exécuté qui avait été plané, même si c'est pas ce qui est arrivé dans la réalité de la lutte. Exact. Fait que. Ouais. Mais j'haïs pas les. Moi, pour vrai, j'haïs pas les deux, même si. Toi, je pense que t'aurais préféré ce finish-là. Mais moi, j'haïs pas les deux. Parce avant, on voyait toujours des DQ. Là, on l'en voit moins. Fait que ça me dérange moins si ça arrive Je suis un moment. d'accord. C'est quand même bien utilisé. C'est que j'ai l'impression que Raquel est pas. Si ça avait été une Becky Lynch, une Charlotte Flair, tu fais comme ok, ben ça a un impact. Ça a quelque chose. Mais une Raquel, je comprends l'historique avec Liv, mais mais ça va devenir, d'après moi, un minion de plus, un spear de plus dans laquelle Rhea va devoir passer. Fait que là, on avait déjà Dom, là on va rajouter Raquel. Et là, est-ce que Raquel, ça j'ai hâte de voir, est-ce que Raquel sera introduite dans le Judgment Day, officiellement, ou Liv part faire un nouveau clan, je sais pas, qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là, parce que clairement, va devenir une enforcer pour Liv. Et, ben ça c'est quelque chose qu'on voit souvent en lutte, une petite, on la met avec une grande et une forte madame. Eh oui. Puis ça fait des équipes normalement qui fonctionnent bien. Fait que Raquel avec Liv, je trouve que ça look, je trouve que ça marche. On l'a déjà eu dans le passé, là on l'a sur un nouvel angle. Fait que c'est ça. Une fin de match peut-être un peu boiteuse dans l'exécution, surtout qu'il y avait eu beaucoup de bonnes choses qui avaient été faites avant ce moment-là. Fait que... un très bon match, très bon match jusqu'à temps qu'on arrive à... T'es pas tout seul, hein, ma blonde, même chose, là, elle a détesté que Raquel arrive à ce moment-là. Yeah. Fait que je pense qu'il y a quelques personnes qui ont peut-être pas vu l'utilité de faire ça. Moi, je pense qu'elle a une utilité à long terme, mais clairement, ce n'est pas la fin de cette rivalité-là. Non. Comme un peu, on l'avait dit. Même si c'est Bad Blood, ce n'est pas la fin de ce Bad Blood-là. Il va se poursuivre encore pour quelques semaines, quelques mois. On va se rendre jusqu'à où entre Liv et Rhea. Mais en même temps, quand t'as de quoi qui imprime de l'argent comme ça l'imprime de l'argent, et ça l'imprime tellement d'argent, ça l'imprime du papier cul avec la face d'un des personnages. Fait que toutes les imprimantes, ils voient les imprimantes de papier cul voient les imprimantes d'argent qui roulent, sont comme Chris, si on veut rouler, puis ils sont jaloux, fait qu'ils roulent, puis ils impriment ce qu'ils peuvent, fait que c'est du papier cul, puis ah ouais, écoute, on fait de l'argent avec ça. Ben exactement, fait que d'après moi, ça va continuer, quand il y a de l'argent à faire, on va continuer de frapper ce cheval-là jusqu'à temps qu'il arrête de pisser de l'argent. What's best for business, on l'a appris dans un documentaire de lutte qu'on va... on va revenir plus tard. On va revenir dessus un moment donné. Ouais. Fait que c'est terminé un peu ce match-là. Fait que je pense qu'il y a plus de gens qui sont dans ton impression, cependant. J'ai eu les commentaires que j'ai vus, les gens n'ont pas beaucoup apprécié cette fin de match-là. Mais si la suite est logique, la suite est bonne, je suis prêt à l'accepter. Mais au moment où on se parle, c'était pas. C'était pas top. C'était pas top. Et on va voir un autre match, une autre rivalité qui, d'après moi, n'est pas le point final, mais bien un chapitre. Yes. Parce que c'est Cody Rhodes et Roman Reigns qui ont décidé d'enterrer un petit peu la hache de guerre pour affronter le Bloodline, Solo Sikoa et Jacob Fatu, les deux représentants du côté du Bloodline, le nouvel Bloodline. Mon booking là-dessus était vraiment off. J'avais... Ouais. Autant que j'étais proche. En même temps, ça se pouvait dans plusieurs. C'est ça que j'aime, moi, de l'histoire du Bloodline, c'est qu'il y a plein d'avenues possibles. Fait que, puis même encore, on va y venir, mais je sais pas encore ça va vers où. Fait que je suis comme, bravo, faites votre job. C'est intéressant, puis au niveau de l'histoire, le match pendant en tant que tel, peut-être pas le meilleur match de lutte, surtout. Ça n'a pas été très long. Ouais, mais surtout, ça a quand même été plus de 20 minutes. Les entrées étaient plus longues que le match comme tel. Là. Oui, il y a eu 2 entrées spéciales pour commencer du côté des gentils. Fait qu'on a amené un marching band pour l'entrée de Cody, puis ensuite on a amené des violons pour l'entrée de Roman. Écoute, je sais pas pour toi, plus ou moins réussi selon moi. Le son, ça sonnait pas tant la toune. Ou... Ben, la toune, là, ils ont essayé de mettre la toune par-dessus le band, mais le band, ça fitait pas avec la toune. Soit tu fais un, soit tu fais l'autre, j'ai l'impression. Exact, c'est ça. Fait que, ouais. En tout cas, il y a eu des meilleures exécutions que ça, d'entrée spéciale. Je pense pas qu'ils étaient mémorables, ces deux-là. Puis, également, avant de partir, on a comme pesé 2 fois sur le piton play, hein, parce qu'il y a eu une première fois qu'on a entendu qu'il y avait pas juste une famille royale dans la lutte. Ah, j'ai pas pogné. On a fait stop.
On est resté dans le noir. On a rewindé le vidéo des écrans. On a refait play. Puis là, on est parti pour avec la tonne de Cody. Fait que, c'est ça. C'était pas au point au niveau technique, ces entrées-là. Je suis certain que Triple H doit être fâché parce que c'est quelque chose qui accorde beaucoup d'importance quand on le regarde backstage. Ouais. Fait que, après moi, il y a des gens en technique qui vont avoir un meeting dans les prochains jours. Ils vont faire là, faut être plus tight. Surtout si on s'en va chez Netflix, il faut être capable de vendre ce qu'on leur a promis. Exactement. Sinon, le match en été, écoute, le début, c'est très classique. Un retour d'un face, là, parce que là, clairement, Roman est rendu face. Là. Ouais, puis ça gros va hype être, il va se faire concrétiser même à la fin du match. Là, assurément. Il n'y a plus de... On n'est plus dans le Roman méchant. Parce que on tease le tag, on prend notre temps, on jauge la foule. Début de match, beaucoup ça, hein, un face-à-face. Cody, finalement, il fait pas grand-chose, parce que c'est lui qui voulait commencer le match. Pas vraiment, non, on s'ostinait pas. T'es juste, t'es sûr? T'es sûr que tu veux le commencer? Parfait, commence-le. Là, évidemment, la foule, à un moment donné, fait We want Roman. Cody, il s'est surfé sur une foule, il regarde Roman, vous voulez Roman? Et là, le tag... tabarouette, qui a eu un pop incroyable, ce tag. Un hot tag en commençant, c'est parce que tes personnages sont forts, puis que l'histoire a été bien racontée, puis on veut voir Roman qui crée une volée solo. C'est juste ça qu'on veut voir. Fait que ça a été bien exécuté. Et c'est le retour. C'est le retour sur le ring officiel de Roman Reigns, ce premier tag-là. Fait que tu vois, je trouve les tags ont été très bien faits. Là. À chaque moment où c'était un tag entre Cody et Roman, j'avais vraiment l'impression que c'était les deux super... C'était comme... Rock et Austin. C'était les deux plus grosses stars de la compagnie qui sont dans la même équipe et qui se tapent dans les mains puis que, oh my god, on aime ça. Même si un moment donné, vers la fin du match, j'ai comme perdu le compte de qui était légal. J'avais un feel un peu All Elite Tag Team de comme ben, tout le monde se pitch partout. Mais je suis d'accord que l'utilisation du tag pour donner le hype à la personne qui va rentrer était bien utilisée. Je suis très d'accord avec ça. Ouais. Au niveau de la lutte, bon, c'était pas de la grosse lutte, là. C'est très. Un peu plus de base. Les bouts surtout les bouts avec Solo, là, j'ai l'impression. C'était un petit peu moins ça. Puis lorsque Fatou rentre dans l'équation, ben là, ça commence à devenir un peu un classique Fatou. Fait que il reçoit des gros mouvements, il semi-no-sell, puis il revient à la charge par la suite. Fait que c'est un peu l'histoire qui est racontée à travers ce match-là. Est-ce que Fatou est plus fort que Roman? C'est un peu ça qu'on voulait savoir ou qu'on veut essayer de gager. On sait que Solo est pas aussi fort que Roman. C'est pas loin, mais c'est pas aussi fort. Puis ça a été montré dès le début du match. Puis plus tard, ça va être montré que Fatou, on sait pas exactement il sera où, mais il a quasiment eu un pin quand même parce qu'il a fait un super beau super kick, même qu'il y a eu un double super kick dans la face de Roman, de Solo et de Fatou, parce que c'est les deux qui sont en équipe. Et Fatou qui fait son beau moonsault, c'est the most beautiful moonsault que Tiffany Stratton n'a rien inventé. Là, c'est tout Fatou qui a fait ça. C'est Fatou qui a le plus beau moonsault. Et il aurait gagné le pin si Cody était pas intervenu à ce moment-là pour briser le pin. Fait que à ce moment-là, quand on parle de force et de qui est meilleur dans le ring, si on sort du qui est le boss, ça reste qu'on ne sait pas encore. Est-ce que Fatou est plus fort que Roman? Peut-être, mais en même temps, Roman a toujours eu des alliés avec lui pour gagner ses matchs. Fait qu'il y a tout cet aspect-là aussi qui est raconté, on joue dans la tête d'un peu tout le monde, qui est nous, là. Tout le monde, c'est nous, là, de faire comme, oui, Fatou est peut-être plus fort, mais peut-être moins intelligent, avec des guillemets, là, intelligent ou smart dans le ring pour être capable de gagner ses matchs. Fait que j'ai hâte de voir, est-ce qu'on va voir un contre un moment donné? Sûrement, puis c'est là que ça va se régler, ça va... Parce que j'ai l'impression que ce match-là, au-delà de tout, là, c'est le retour de Roman, tout ça, mais c'est également supposé être le payoff de Solo Sikoa. Et malheureusement, dans l'entièreté du match, c'est ce qu'on oublie, puis je pense que ça aurait dû être, mettons, dans les plans sur papier qu'on a commencé à écrire cette histoire-là après WrestleMania, puis qu'on se rend à Bad Blood. C'était supposé être le moment un peu incroyable que enfin Roman Reigns peut mettre la main sur Solo.
Mais lorsque ça l'arrive, la foule est pas tant excitée. Comme si Solo, il a pas été capable de construire un aura d'excitation, de méchant, pour qu'on ait out que Roman il casse la gueule. Parce que comme tu dis, j'ai l'impression qu'on a quasiment déjà plus out à la prochaine histoire entre Roman versus Jacob. Puis Jacob, même s'il était un enforcer, je pense qu'il a tiré mieux son épingle du jeu dans la construction du match. Fait que c'est un petit peu décevant pour Solo. Est-ce que c'est le dernier essai qu'on laisse? Parce qu'avec la fin également du match, il y a une porte ouverte pour changer le leadership, puis changer un petit peu l'histoire ou la réorienter vers ce que j'ai l'impression que la foule, on veut un peu plus. On nous a pas montré on nous a pas donné d'indice que le leadership pourrait changer du côté de Fatou. Fatou qui a encore crié « Je t'aime Solo » pendant le match. Je pense pas du côté de Fatou. Moi, je pense que c'est du côté de monsieur qui est arrivé à la toute fin que peut-être qu'on va rediriger l'histoire plus vers lui et effacer tranquillement Solo. Ou le mettre dans un rôle de minion. Je pense que c'était déjà planifié, même si Solo n'a pas eu le hype qu'il y avait, qu'on pensait qu'elle allait avoir. Je pense que c'était déjà planifié que Rock allait prendre le contrôle du Bloodline 2.0. C'est lui qui peut-être tire les ficelles depuis le début. Je sais pas à quel point il faut qu'il regarde. C'est encore de la spéculation là, à ce stade-ci, mais je pense qu'ultimement, à l'étape où on était rendu dans l'histoire, on était supposé être bon, enfin Reign se rend au boss. Parce qu'on s'entend, c'est le final boss Rock, puis je pense qu'on s'enligne effectivement vers ça. Mais on n'a pas eu l'effet de comme si c'était une finale, comme si genre nice, Reign enfin met la main sur Solo. Il y a une partie qui revient à Solo, mais je pense qu'il y a aussi une petite partie qui revient au fait que Reign fait pas beaucoup de dates. Fait que si on avait plus de dates, peut-être qu'il aurait pu se faufiler plus souvent entre les mains, le Solo. Là, il est peut-être revenu pour un petit bout. Il est peut-être là jusqu'à. Mais là, présentement, oui. Là, il va être plus présent. Si on revient dans l'histoire du match, Roman qui se bat contre Solo à un certain point, et c'est les God of Destiny, les Guerrillas of Destiny qui pas de même qui sont appelés, là, c'est juste la Bloodline qui sont les deux frères qui viennent crisser la marde finalement, qui interviennent, puis Roman perd un peu son focus contre Solo, puis connecte qui perd le focus, c'est Solo qui connecte un spear contre Roman, mais Roman kick out parce que c'est pas Solo, c'est pas son finisher à lui. Solo qui donne un sermon à Roman. J'ai vraiment aimé quand même l'aura de Solo, tu sais, qui prend Roman par la barbe, puis qui parle, qui fait comme t'es une marde, tu mérites pas ce que t'as, je suis meilleur que toi, et tout ça. Et par la suite, mais là, c'est là que j'ai bien apprécié, parce que t'as comme Cody qui décide que il va venir un peu, après avoir brisé le pin un peu de tout ça, qui vient genre faire « Hey, je me sors du match pour sortir Jacob. » Oui, c'est vient faire comme ça, genre, je me sacrifie. Il y a même un petit genre quasiment un ciao Reign. Et le monte. Exact. Fait que là, t'as Jacob qu'on installe sur la table des commentateurs et Cody qui vient sur le top du turnbuckle de la troisième, qui saute un magnifique visuel, un magnifique splash de Cody, tombe directement, qui rappelle un petit peu l'histoire de l'autre bord, parce que c'était Fatou qui avait fait ça dans l'autre match. Avec Cody, fait que... Ce bump-là est important parce que c'est ça, je pense, qui va déclencher ce qui va suivre après sur les réseaux sociaux. Après le pay-per-view, c'est ce bump-là, ce spot-là qui va déclencher le turn de Kevin Owens qu'on va revenir après tout ça. Puis, fait que là, ça élimine les deux premiers. Voilà. Fait que là, il reste le reste de la Bloodline, fait que Guerrilla of Destiny ainsi que Solo avec Reign qui est un peu 1 contre 3. Sauf que là, la table est tout détruite en arrière. On voit. La caméra est genre... tellement bien placée. Ah oui, tellement bien placée. Puis là, on voit genre quelqu'un debout dans comme. Qui est comme toute une capuche. C'était comme Studio McIntyre. Il arrivait tout le temps de même. C'est CM Punk. Il arrivait tout le temps de même. C'est qui est là? Et là, finalement, on zoome un peu plus parce que c'était comme dans le background au départ. Là, on zoome un peu plus. Qui est là derrière les deux autres du Bloodline? Et on enlève le masque et c'est Jimmy Uso qui a reçu le pop de sa carrière, j'ai l'impression. Oui. On était contents à tabarouette que ce soit Jimmy, alors qu'on n'a pas revu depuis son match décevant à WrestleMania contre son frère. Fait que gros pop,
et qui vient un peu remettre l'équilibre dans ce match-là qui était rendu un 1 contre 3. Là, maintenant, c'est rendu un 3 contre 2. Évidemment, ça dérange son frère, son petit frère qui est dans le ring. Qui fait « je suis venu t'aider. » Puis là, lui, il est pas content, son frère. Fait que Reign en profite pour aligner la diversité de ses mouvements pour finir un match. Et remporte le match de manière convaincante. Très Mais avec l'aide de son genre de bras droit maintenant, de l'ancienne Bloodline. Je sais pas comment on va celui l'appeler. qui a toujours été celui qui a jamais mis en question Roman, qui a toujours été là. Fait que c'est très logique que ce soit Jimmy qui vienne l'aider à ce moment-là. Puis super beau. Ensuite il y a une accolade qui est faite avec les deux. T'as un face-à-face. Ouais, un autre gros pop de l'accolade. Les gens ils étaient contents. Belle fin, c'était beau. Pour vrai, ça aurait pu finir là. Ouais. Ça aurait pu finir là. Ça aurait été une fin de pay-per-view qui fonctionnait. Mais non, on a décidé de donner un petit nanan un peu surprenant de toutes parts. Parce que Cody revient sur le ring. Bon, ils prennent leur clap. Bon, évidemment, il y a un petit tease, la ceinture, tout ça. On va avoir un match entre Roman et Cody. Là, lorsque Cody lève la ceinture, les lumières ferment. Et là, on nous demande si on sent ce que la roche a cuisiné. Quel pop, un peu surprenant, un gros pop. Et on a Monsieur The Rock lui-même, le final boss, qui arrive encore avec sa musique de méchant d'ailleurs. Mm-hmm. Fait que lui, il n'a pas encore changé de personnage comme Roman Reigns. Et qui vient faire un regard du côté de Roman. Il est rentré. Il a fait un petit signe dans le cou là, que m'a tué mon esti. Là, et puis il est parti. Fait que qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et on va peut-être qu'on va le savoir dans les prochains jours. Peut-être qu'on va le savoir à Survivor Series. Je sais pas c'est quelle la prochaine apparition de The Rock, mais si j'étais eux, je le ferais rapidement. Je laisserais pas ça en suspens trop longtemps. Faut expliquer exactement pourquoi il était là, puis pourquoi il était là, puis qu'est-ce quoi son apport avec le Bloodline, si c'était lui qui tirait les ficelles depuis le début avec Solo, faut le savoir, puis est-ce que on est en train d'installer ce qui va se passer à Survivor Series, aussi il faut le savoir, où on va passer outre ce pay-per-view-là avec The Rock, puis il sera pas actif dans le ring pour ce pay-per-view-là, mais il va tirer les ficelles. Faut être au courant quand même assez vite, je suis d'accord. Faut tirer... pull the trigger on that story. Parce que je sais pas vers quel côté qui est le plus intéressant d'y aller, parce que j'ai l'impression que tout le monde sent qu'il va y avoir un Reign contre Rock. Est-ce que... à un moment donné dans l'histoire. oui. Mais dans un futur plus proche que loin. Donc... Est-ce qu'on veut vraiment ramener Rock du côté de Roman, continuer le slow burn, puis qu'il y ait éventuellement un turn de Rock, ou si on l'assume dès maintenant, parce que les gens ils comprennent, ils écoutent la lutte, ils voient où ça s'en va, fait que sautons cette étape-là du turn. Parce qu'on dirait que je trouverais ça plate si genre The Rock serait dans l'équipe de Reign pour Survivor Series. On dirait que ça serait un petit peu trop clair qu'il y a quelque chose qui va se passer durant le match avec The Rock. Mais je pense que je le mettrais du côté déjà du Bloodline. Avec avec Roman qui a été sauvé Cody parce qu'il y a eu un beatdown après du Bloodline sur Cody. Puis là, t'as Roman et Jimmy qui ont été aidés Cody. Fait qu'on cimente le fait qu'il est rendu babyface. Puis là, t'as Rock qui vient cimenter le fait qu'il est heel. Clairement, ça va vers quelque chose. Ça s'enligne vers ça. Et on tasse aussi Cody de Je sais pas, moi, si on le tasse. On le tasse ou on le rentre dans l'équipe? Je sais pas. Ça veut dire que Kevin Owens irait du côté à Rock? Peut-être. Non, ça je pense pas, mais j'ai l'impression que c'est deux histoires qui vont s'écrire en parallèle. Ouais, mais c'est pour ça que je dis qu'on tasse pas Cody complètement, mais on va le laisser un peu. Moi, le match que j'ai l'impression qu'on se dessine pour la Survivor Series, c'est un membre qui restera à trouver, mais Jimmy, Reign et Cody. Avec quelqu'un d'autre. Contre la Bloodline. Je pense pas que The Rock aura un match, mais peut-être que The Rock sera le boss de cette équipe-là. Moi, j'irais un peu plus vers ça. Et là, après, on va voir. Est-ce que c'est Sami qu'on ramène? Est-ce que c'est... Ouais, mais là, le Cody, parce que
après que le pay-per-view soit fini sur les réseaux sociaux, on a vu une vidéo virale, une vidéo qui a été pris par du monde qui était là. Ça a été bâti comme si c'était pas supposé d'être vu, excusez-moi. C'est comme si c'était pris sur le fait. Puis c'est Kevin Owens qui croise Cody dans un stationnement. À côté du tour bus de Cody. Puis ils s'échangent des mots. On sent une petite frustration encore du côté de KO. On n'entend pas ce qu'ils se disent parce que les gens sont loin, ils filment de loin. Et là, il y a KO qui snap et qui casse la gueule à Cody Rhodes, comme ça, dans le parking. Pas de caméra. Un heel turn sur les réseaux sociaux, heel turn, je devine que c'est un heel turn. Là. Moi, je pense que c'est le premier heel turn qu'on assume. On s'entend un gros heel turn, là, qu'on fait sur les réseaux sociaux, assumé. Ouais. Puis bravo pour le guts de le faire, pour l'originalité de le faire. J'adore ça. Puis assurément, tu sais, maintenant, ils font souvent ça, là, la WWE. Lorsqu'il y a un gros moment qui arrive, ils prennent plein de vidéos de fans. Puis genre, ils nous montrent ça à l'écran pour voir soit les réactions, soit les différents angles. Fait que je m'attends qu'en ce moment, déjà, la WWE se construit un package avec les vidéos des fans, les réactions des fans à cette vidéo-là. C'est pas le choix. SmackDown va ouvrir avec ça. Exactement. C'est sûr. Puis là, exact. On a comme deux histoires en même temps qui se construisent. Et c'est pour ça que j'ai hâte de voir comment les prochains jours vont. Et encore une fois, c'est ça le but quand t'es un promoteur de lutte, ou peu importe, tu fais écrire une télésérie, un téléroman, faut que les gens veulent revenir la semaine suivante. Puis là, il y a un PLE qui vient de se terminer, puis on a le goût de voir SmackDown, puis on a le goût de voir Raw, parce qu'on a installé des choses, puis c'est pas juste, c'est fait, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine, puis là, on se le dit 2 jours avant, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine. Fait que, bravo à WWE de quand même tout le temps avoir ça en tête, parce que je sais pas, ça aussi, ça s'en va vers où. Parce qu'est-ce qu'on on ramène KO dans le title picture. Randy Orton face à ça, il va également avoir à faire un choix. Ouais. Fait que c'est super bien fait. Super. Ça peut prendre plusieurs chemins aussi. Toute cette histoire-là. Donc, moi j'ai aimé ça, ce turn-là sur les réseaux sociaux. Oui, vraiment. Puis moi, ça fait peut-être 2 semaines que j'écoute plus SmackDown parce que c'est toi qui couvres SmackDown pour le podcast. Fait que j'écoute les highlights parce que je me sauve du temps. Puis, Chris, vendredi, ça me donne le goût de l'écouter. Pour de vrai, je pense que je vais m'installer devant la TV pour écouter SmackDown parce que ça me donne le goût de l'écouter, que d'apprécier. Pas juste avec un œil de sommelier, mais avec un œil de fan, de faire comme, je veux savoir l'histoire, elle s'en va où. Fait que, chapeau à toute... chapeau à l'équipe, bravo. Bravo Paul. Fait que ça complète un peu notre résumé de ce PLE-là. Fait que... Gros résumé. Quand même un pas gros résumé. Mais toute notre analyse également à travers ces résumés-là. Fait que gros merci encore une fois à tout le monde qui a répondu au questionnaire. Vous allez recevoir vos notes. Vous avez déjà reçu, probablement, pour le PLE. Puis, nous, on se revoit déjà jeudi prochain. Un autre pay-per-view. On l'appelle PPV, celui-là, parce que c'est du côté de la All Elite Wrestling. On a Wrestle Dream. Est-ce que ce sera le dernier match de Bryan Danielson à temps plein? Écoutez-nous jeudi pour savoir nos prédictions, pour nous savoir si c'est par là qu'on s'en va. Et on sent du côté de la All Elite Wrestling que depuis une semaine, on a mis le pied sur l'accélérateur pour construire les histoires. Parce que là, on commence à faire oui, c'est dans 2 semaines, let's go, il faut qu'on annonce des matchs. Fait que probablement qu'il y en aura d'autres d'annoncer également dans les prochains jours. On va couvrir une 12aine de matchs, là, puis ça va sûrement couler plus vite que... On va peut-être aller moins en détail parce qu'il y a moins de détails à examiner. Je trouve ça fascinant comment 12 matchs dans un pay-per-view, on est capable de faire 1h15 de podcast parce qu'il n'y a rien de plus analysé que le match. Puis là, on a 5 matchs puis on vient de faire 2 heures de podcast parce que il y a plein d'affaires qui sont... faut analyser. C'est super bon. Fait que, bref, un gros merci comme toujours d'être là. Mettez un like si vous êtes rendu jusqu'ici. Gros merci de nous suivre. Et c'était Max Supérieur ainsi que... La question game. Pour les sommeliers de la lutte. Ciao tout le monde.